L'un des événements les plus marquants et tragiques de l'histoire américaine fut sans doute la chasse aux sorcières de Salem. Les procès et les exécutions de l'année 1692 ont non seulement traumatisé une communauté entière de colons puritains, mais ils ont aussi profondément marqué l'imaginaire collectif et inspiré une grande partie de la culture populaire moderne. Des films comme Hocus Pocus aux séries télévisées comme American Horror Story ou encore Salem, je suis certain que la grande majorité d'entre vous ont déjà entendu parler de cette histoire. Mais aujourd'hui nous allons revoir ensemble ce qui s'est réellement passé là-bas et surtout comment toute cette folie collective a commencé. Pour vous mettre en contexte, entre 1692 et 1693, près de 200 personnes avaient été accusées de pratiquer la sorcellerie dans le petit village de Salem, dans le Massachusetts. La société puritaine de l'époque était extrêmement religieuse, au point d'en devenir étouffante pour beaucoup de gens. Les croyances et les pratiques imposées étaient tellement strictes que personne ne pouvait s'en écarter sans attirer le regard suspicieux de ses voisins. Tout le monde vivait sur le qui-vive. Imaginez que vos moindres gestes soient interprétés comme suspects par vos voisins. Un mot mal placé, une dispute, un différent terrain, voire une simple maladie pouvait être vu comme l'œuvre du diable. La peur de la damnation éternelle et la conviction que Satan agissait directement dans la communauté faisaient en sorte que la moindre rumeur pouvait suffire à déclencher une accusation de sorcellerie. Avant de continuer, il faut rappeler qui étaient les puritains pour mieux comprendre l'ambiance dans laquelle les procès de Salem ont pu éclater. Le mouvement avait commencé en Angleterre au XVIe siècle, pendant la réforme protestante, lorsque certains fidèles considéraient que l'Église d'Angleterre restait trop proche du catholicisme. Ils voulaient purifier l'Église de ce qu'ils considéraient comme des pratiques corrompues et établir une communauté religieuse plus pieuse et disciplinée. Et évidemment, faire des pactes avec le diable et pratiquer la sorcellerie n'était pas vraiment compatible avec leur agenda. Donc, Salem, qui depuis sa fondation en 1626, avec l'arrivée des premiers colons anglais menés par Roger Conant, avait enchaîné les difficultés et vivait dans la crainte des épidémies, du froid, des mauvaises récoltes et sous le traumatisme des guerres récentes contre les peuples autochtones. Bon, après il faut quand même dire qu'ils avaient colonisé et pris les terres qui appartenaient auparavant aux Numkeg, un peuple algonquin présent dans la région depuis plusieurs siècles et dont l'expansion européenne avait provoqué déplacements, perte de territoire et beaucoup de souffrances. Toutes ces tensions s'ajoutaient aux conflits territoriaux et aux guerres, notamment la guerre du roi Philippe et la guerre du roi William, causant la mort de milliers de colons et d'autochtones. Beaucoup de réfugiés de ces conflits s'étaient installés à Salem, apportant avec eux des récits d'horreur, de villages incendiés et de proches massacrés. C'est donc dans ce climat de disputes concernant les terres, de rivalité économique et d'autorité religieuse que les divisions internes de la communauté s'accentuèrent. La paroisse de Salem était elle-même fracturée et plus personne ne faisait vraiment confiance à son voisin. La peur, déjà omniprésente, n'attendait plus qu'une petite étincelle pour tout mettre à feu et à sang. Et cette étincelle allait venir sous la forme de deux jeunes filles. Tout avait commencé au cœur de l'hiver 1692 dans la maison du révérend Samuel Parris, un pasteur influent qui occupait une place centrale dans la vie religieuse et sociale du village, et qui était connu pour ses prêches sévères et son obsession du diable, très caractéristique de la piété puritaine. Un jour, sa fille, Betty Parris, âgée de seulement 9 ans, et sa nièce, Abigail Williams, 11 ans, avaient toutes les deux commencé à montrer des signes de folie très inhabituels. Elles étaient prises de violentes crises inexplicables et d'étranges accès de terreur. Elles criaient, jetaient des objets, se contorsionnaient dans tous les sens et juraient voir des spectres autour d'elles qui les tourmentaient sans relâche. Les médecins, incapables de comprendre ces symptômes, ont fini par prononcer les mots qui allaient tout changer. Ces deux jeunes filles étaient, selon eux, victimes de l'œuvre du diable. Vous pouvez imaginer les terribles répercussions qu'une déclaration comme ça a eues sur une société où les tensions étaient déjà palpables et où des personnes paranoïaques étaient à l'affût à chaque recoin. La peur prit alors une toute nouvelle dimension dans la petite communauté. Dans une société obsédée par le péché et le salut, une déclaration comme ça équivalait presque à une condamnation à mort. Et très vite, les accusations s'étaient multipliées. Le 1er mars 1692, deux magistrats, Jonathan Corwin et John Hawthorne, avaient été appelés pour mener des interrogations préliminaires sur les premiers soupçons de sorcellerie.
Ils tinrent audience à l'église de Salem où les deux jeunes filles, Betty Paris et Abigail Williams, accusèrent leurs tourmenteurs et désignèrent 3 femmes comme responsables de leurs souffrances. La première était Tituba, une esclave originaire probablement des Caraïbes, souvent dite barbadienne dans certaines sources, qui travaillait dans la maison de Samuel Parris en tant que domestique. Elle était déjà marginalisée par la société, non seulement en raison de son statut d'esclave, mais aussi de son origine étrangère et de sa position en marge de la communauté puritaine. La deuxième était Sarah Good, une femme pauvre issue d'une famille autrefois respectable, mais rapidement déchue lorsque son père mourut alors qu'elle n'avait que 17 ans. L'héritage paternel fut accaparé par ses créanciers et Sarah fut laissée sans soutien financier. Elle s'était retrouvée sans ressources et réduite à mendier après avoir été rejetée par son mari et la société. Elle vivait comme une sans-abri, ce qui la rendait suspecte aux yeux de ses voisins. La troisième était Sarah Osborne, une veuve d'âge moyen qui s'était remariée avec un de ses serviteurs suite au décès de son premier mari. Elle avait cessé de fréquenter régulièrement l'église depuis plusieurs années et contestait la répartition des terres dans le village, ce qui lui a valu une réputation de femme indisciplinée et peu respectueuse des normes puritaines. En regardant de plus près, on peut vite voir ce que ces 3 femmes avaient en commun. Elles étaient vulnérables et donc très faciles à cibler par une société en quête de boucs émissaires. Elles ne pouvaient pas vraiment se défendre face aux accusations et leur marginalité les condamnait presque d'avance. Les 3 femmes furent donc interrogées et questionnées pendant plusieurs jours au tribunal de Salem. Sarah Good et Sarah Osborne affirmèrent être innocentes. Le problème venait de Tituba, qui finit par avouer sous la pression et les menaces de violence. En fait, sa confession avait été un tournant décisif dans les procès des sorcières de Salem. Elle ne s'était pas contentée de reconnaître la sorcellerie, elle offrit au juge un récit très détaillé qui reprenait les croyances puritaines sur l'action du diable. Elle parla de visions d'animaux démoniaques, dont un chien noir, un chat rouge, un cochon et un oiseau jaune, d'un homme en noir qui lui avait demandé de signer le livre du diable, et pire encore, elle affirma qu'il existait d'autres sorcières opérant à Salem. En réalité, sa confession avait eu un double effet. Premièrement, elle sauvait probablement sa vie à court terme parce que les accusés qui niaient tout avaient beaucoup plus de chances d'être exécutés que ceux qui confessaient et dénonçaient d'autres complices. Et de 2, elle valida et amplifia les peurs collectives de tout le monde à Salem. En introduisant l'idée d'un complot satanique organisé, Tituba donna aux magistrats et aux habitants la preuve que Salem était infiltré par un réseau de sorcières, ce qui ouvrit la porte à une chasse beaucoup plus large et brutale. Après cette confession, les accusations explosèrent. Très vite, ce n'étaient plus seulement des marginales, comme Sarah Good ou Sarah Osborne, qui furent accusées, mais aussi des membres plus respectés de la communauté. Parmi les environ 200 personnes accusées de sorcellerie, certains étaient parfois des citoyens très respectés et appréciés de leurs voisins. L'un d'eux était Giles Corey, un propriétaire terrien de Salem âgé de plus de 80 ans. Il avait été accusé de sorcellerie en 1692 avec sa femme, Martha, pour avoir soi-disant participé à des pratiques occultes et tourmenté des victimes par des spectres. Mais il refusa de plaider, ni coupable ni innocent, pour protéger ses biens de la confiscation. Et oui, parce que selon la loi coloniale, si un accusé mourait sans avoir plaidé, ses terres ne pouvaient pas être saisies et rester dans sa famille. Alors, en réponse, les magistrats ordonnèrent son supplice, et il fut soumis à une forme brutale et très douloureuse de torture appelée la peine forte et dure, un supplice où on écrasait petit à petit le corps de la victime sous des pierres pour la faire parler. Cette méthode de torture avait été héritée du droit anglais et visait à forcer un accusé à plaider. Giles Corey fut donc déshabillé et allongé sur le sol, une planche posée sur sa poitrine, puis des pierres de plus en plus lourdes furent ajoutées jour après jour. Son acte de défiance dura 2 jours entiers, pendant lesquels on ajoutait pierre après pierre sur son corps immobilisé. Mais au matin du 3e jour, lorsqu'il ne peut plus résister au supplice, le vieil homme fut finalement écrasé par le poids de toutes les pierres. Je vous rappelle, il avait autour de 80 ans. Il existe plusieurs témoignages sur les derniers mots de Corey, mais celui qui revient le plus souvent est celui où il aurait répété sans cesse les mots « more weight », encore plus de poids,
alors qu'il endurait la douleur dans ses derniers moments, refusant jusqu'au bout de céder au juge et de prononcer un plaidoyer. Son refus obstiné de plaider, malgré la douleur atroce, avait fait de lui l'un des symboles les plus puissants de l'injustice des procès de sorcellerie. D'ailleurs, selon une légende locale, le fantôme de Corey entrait encore Salem aujourd'hui et on peut l'apercevoir à chaque fois qu'un grand désastre menace la ville. Ainsi, certains affirment l'avoir vu la nuit précédant le grand incendie de Salem en 1914. Mis à part Giles Corey, d'autres figures marquantes de cette tragédie restèrent dans les mémoires, comme Rebecca Nurse, une femme âgée, pieuse et respectée de la communauté. Son accusation de sorcellerie en surprit plus d'un. Pourquoi une femme aussi proche de Dieu aurait bien pu sympathiser avec le diable? Il en fut de même pour sa sœur, Mary Eastie, également accusée de sorcellerie. Elle avait pourtant rédigé une lettre sentimentale au juge, les suppliant de mettre fin au terrible procès pour éviter que d'autres innocents ne soient condamnés à mort, mais ces mots ne suffirent pas à lui sauver la vie. Elle fut pendue le 22 septembre 1692, le même jour que plusieurs autres victimes, marquant l'un des épisodes les plus sombres de cette vague de terreur. D'ailleurs, cette journée-là, le 22 septembre 1692, avait été l'une des plus noires de toute l'affaire. 8 personnes avaient été pendues ensemble à Salem, parmi lesquelles Mary Eastie et Martha Corey, l'épouse de Giles Corey, et bien d'autres personnes. C'était la plus grande exécution collective de ces procès, et elle marquait un tournant décisif dans l'opinion publique. Pourquoi ? Bien parce qu'après cette journée, beaucoup commencèrent à douter de la légitimité des procès. Le fait que des personnes jusque-là irréprochables soient exécutées fit naître un profond malaise dans la colonie. Parce que ne pas aimer ses voisins est une chose, mais les voir mourir en place publique sous prétexte de sorcellerie en est une autre. Pour certains, c'était là la preuve que les procès avaient franchi une limite irréversible et que l'hystérie collective ne pouvait plus être justifiée par la simple peur du diable. Ce fut donc au mois d'octobre 1692 que le gouverneur William Phips mit fin aux activités de la cour qui avait condamné la majorité des accusés. Il interdit désormais que l'on tienne compte des preuves spectrales, c'est-à-dire les visions et témoignages basés uniquement sur des apparitions de spectres et d'esprits invoqués par les accusateurs. Après tout, toute cette affaire avait pris une ampleur incontrôlable, et même les autorités coloniales avaient commencé à craindre que le gouvernement ne perde sa crédibilité. Si vous voulez mon avis, il était temps, parce que baser des condamnations à mort sur des fantômes que seuls certains pouvaient voir, disons que ce n'était pas exactement la définition d'une justice solide. Suite au remords public et à la prise de conscience collective, de nombreuses personnes impliquées, y compris le juge Samuel Sewall, ont publiquement admis leurs erreurs devant la communauté. C'est pourquoi, le 14 janvier 1697, près de 5 ans plus tard, la Cour générale décréta une journée de jeûne et de recherche spirituelle pour que tout le monde puisse réfléchir aux événements tragiques de Salem. La Cour déclara ensuite les procès illégaux et en 1711 adopta une loi pour rétablir les droits et la réputation des personnes accusées et fournir une restitution à leurs héritiers. Au final, plus de 200 personnes furent accusées de sorcellerie lors de la chasse aux sorcières de Salem et 20 furent exécutées, 14 femmes et 6 hommes. Ces morts tragiques sont désormais un rappel des conséquences de l'hystérie collective et de la paranoïa qui peuvent s'emparer d'une communauté et la détruire à tout moment. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que certains accusés n'ont jamais avoué, même au pied de la potence. George Burroughs, par exemple, un ancien pasteur de Salem, récita le Notre Père juste avant d'être pendu. Un acte que, selon les croyances de l'époque, un sorcier était incapable de faire. Pourtant, cela n'a pas suffi à lui épargner la corde. Ce genre de contradiction a laissé un profond malaise dans la mémoire collective et a sans doute accéléré la fin des procès. Aujourd'hui, toute cette histoire s'est inscrite profondément dans notre culture populaire moderne et a donné naissance à de nombreux films, émissions de télévision, livres, musique, et ainsi de suite. On peut penser à Hocus Pocus ou à la série Salem, que j'ai déjà mentionné plus tôt, mais aussi à des classiques comme Ma femme est une sorcière ou encore l'inoubliable série des années 60, Ma sorcière bien-aimée, qui ont marqué des générations entières. Même les Simpsons ont parodié ces événements dans l'un de leurs célèbres épisodes d'Halloween. Encore une fois, si vous avez d'autres références aux sorcières de Salem dans la culture populaire, je vous invite à les partager avec nous dans les commentaires.
Voilà donc ce qui conclut cette vidéo sur la chasse aux sorcières de Salem. Si vous l'avez appréciée et que vous voulez voir plus de vidéos similaires, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer à soutenir la chaîne en partageant la vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Merci encore tout le monde, et à la semaine prochaine. Portez-vous bien.